RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, bienvenue dans le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec Virginie Larousse, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe des pages Débats et Idées au Monde. Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, chargé de l'histoire. Vous avez notamment publié Voyage dans l'histoire de France, 15 grands récits de Louis XIV à nos jours, c'est chez Tempus. Et aujourd'hui, on va parler d'un récit, celui de la relation entre la France et les États-Unis. Oui, et notamment, on va croiser histoire, éthique, politique, idées, religion, toutes ces questions dont nos invités sont spécialistes, puisque Virginie Larousse connaît bien les questions d'éthique et de religion, et Guillaume Perrault plus particulièrement l'histoire et la politique. Et tout cela va s'agréger autour de la principale actualité de la semaine, qui est quand même le discours d'investiture de Donald Trump. Alors on ne va pas forcément le suivre pas à pas, ce n'est pas l'objet, mais c'est plutôt de prendre au contraire un petit peu de distance autour de cette relation entre deux pays qui ont une vocation à l'universel, la France et les États-Unis. On parlera aussi du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et puis de la question de la fin de vie, avec une évolution importante, la proposition de François Bayrou de scinder le texte en deux. Et comme d'habitude, vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Donald Trump va sans doute donner le vertige à la planète, et c'est déjà le cas si on essaie d'écouter, de regarder ses décrets, ses prises de décision, qui peuvent être ses prises de position, et puis le rêve aussi que suscite l'Amérique, ce discours performatif qui nous emmène peut-être sur une autre planète au sens strict et au figuré. Comment l'Europe, qui semble subir son destin, peut-elle se situer par rapport à un Donald Trump qui reprend la main ou veut reprendre la main sur la destinée de la planète? C'est un petit peu une question vague, j'allais dire large, mais on va essayer de se projeter aussi pour sortir des vicissitudes de la politique immédiate. Quelle réponse peut-on apporter à l'Amérique et comment comprendre notre relation avec les États-Unis et peut-être la repositionner? Virginie Larousse. Mais écoutez, c'est une relation qui dure depuis 250 ans, depuis l'indépendance des États-Unis. Cette relation, tout en étant, comme vous le disiez, on nourrit en fait des aspirations communes. Les États-Unis se sont beaucoup inspirés dans leur déclaration d'indépendance de la culture, de la philosophie des Lumières. Et la France aussi s'est inspirée finalement dans sa déclaration de 1789 des États-Unis. Donc il y a vraiment une attraction mutuelle, quelque chose de très fort entre ces deux pays. Mais pour autant, ça n'a pas été une relation, on va dire, de long fleuve tranquille. Il y a eu quand même souvent des petits accros, des accrochages, même si on peut dire que, bien sûr, la France se situe dans une proximité immédiate par rapport aux États-Unis. Elle a aidé à l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis ont aidé la France, plus largement l'Europe, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que à partir des années 50, la relation a quand même été un peu plus compliquée. On sait que De Gaulle avait des relations compliquées avec les États-Unis, qu'il avait beaucoup critiqué l'intervention au Vietnam, qu'il était dans une relation de défiance, en fait, avec les USA. Et après, en fait, à partir des attentats de New York, c'est vrai que les États-Unis se sont sentis un peu délaissés par la France. Ils ont trouvé qu'il y avait peu de solidarité. Le fait que la France ne soit pas aux côtés des États-Unis en 2003 pour la guerre en Irak les a énormément déçus. La France a été exaspérée par cette intervention catastrophique en Irak. Et c'est vrai que même sous le mandat de Joe Biden, la relation a été tout de même relativement compliquée. On se souvient que la France avait été furieuse que Biden passe devant la France pour la vente de sous-marins à l'Australie. Ça a été un moment très compliqué. C'est vrai que là, on dit beaucoup, Trump va beaucoup déstabiliser la relation avec la France, mais la France a déjà été, même sous le mandat de Joe Biden, quelquefois très échaudée en fait par certains faits qui se sont produits. Et donc là, c'est sûr qu'avec l'arrivée de Trump, je pense pas que les choses vont s'arranger avec ce président très atypique. En même temps, on sait que Trump avait eu une sorte de Macron-mania pendant son premier mandat, mais qui avait vite tourné au vinaigre. Donc, à voir. Il se peut tout à fait, par ailleurs, qu'Emmanuel Macron, étant affaibli à l'intérieur en France, soit finalement très enclin d'essayer de travailler une proximité sur sa politique extérieure avec Donald Trump. Qui sait, l'avenir nous le dira. Et le président du comité Trump France nous a dit ici même que Donald Trump n'avait pas intérêt à se fâcher avec Emmanuel Macron et qu'il essaierait d'arrondir les angles. Qu'en pensez-vous, Guillaume Perrault ?
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dès l'origine des relations entre nos deux pays, au début du 19e siècle, les élites françaises ont porté un regard ambigu sur les États-Unis. Par exemple, si on prend les grands hommes de lettres, Stendhal méprisait les États-Unis en considérant que c'était une nation d'incultes où le marché avait joué un rôle beaucoup trop... Une nation de boutiquiers, disait-il avec mépris, et que lui... En ces termes. En ces termes, absolument. Comme Napoléon des Anglais. Voilà. Et pour rien au monde, écrivait-il dans les années 1840, il n'aurait voulu se soumettre au jugement de l'opinion publique aux États-Unis parce qu'il trouvait que c'était vraiment la démocratie. De ce point de vue, c'était quelque chose, la démocratie telle qu'on l'entendait aux États-Unis, en tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas souhaitable. Alors, qui n'était pas enviable, en tout cas. Alors ça, c'est pour l'aspect négatif. Mais il y a aussi eu depuis toujours de grands hommes français qui ont aimé les États-Unis. Exemple type, Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, sous le Second Empire, c'est un jeune républicain, il a un chagrin d'amour, il va aux États-Unis. Il enseigne dans des lycées pour jeunes filles là-bas. Il va même trouver sa future épouse, figurez-vous, aux États-Unis. Et il se passionne pour la démocratie américaine, qui, à ses yeux, dans les années 1860, est beaucoup plus intéressante beaucoup plus mature que la vie publique française. Et il va même être le témoin de la première procédure d'impeachment de l'histoire américaine. C'était juste après la guerre de sécession. C'était Andrew Johnson, c'était l'ancien vice-président de Lincoln qui lui avait succédé à la Maison-Blanche après son assassinat en 1865. Et ce président a été a été l'objet d'une procédure d'impeachment qui n'a pas réussi, mais qui a enthousiasmé Georges Clemenceau et il s'est fait journaliste pour un grand quotidien français. Il a fait des comptes rendus d'audience qui ont été republiés il n'y a pas longtemps. Et toute sa vie, il a gardé de la considération pour les États-Unis. Quand il est devenu président du Conseil pendant 1917, redevenu président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale, il a salué les États-Unis entrant dans la guerre en évoquant ses souvenirs de jeunesse. Tout ça pour dire que le rapport que nous avons envers les États-Unis est fait à la fois d'attraction pour leur puissance, leur dynamisme, leur énergie, et de répulsion envers le matérialisme qu'à tort ou à raison on prête à cette société, et aussi de ressentiment envers cette puissance qui est devenue supérieure à la nôtre, nous qui, jadis, avant eux, avons été une superpuissance il y a longtemps dans l'histoire de l'Europe. On a pu dire qu'en fait, les États-Unis, pour la première fois, étaient dirigés par, et c'est peut-être un paradoxe, par un homme d'affaires, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les États-Unis, depuis longtemps, eussent été dirigés par un businessman. Mais Donald Trump est en fait un produit atypique, ainsi que vous l'avez dit, Virginie Larousse. Oui, en même temps, les États-Unis ont également eu un acteur comme président de la République. Je dois dire que sur le plan politique, les Américains sont assez enclins finalement à faire des choix très audacieux, à tort ou à raison. Et donc un homme d'affaires, pourquoi pas c'est un choix. Alors c'est vrai que comme disait mon collègue... En France, ça ne s'est pas trop fait, hein. Emmanuel Macron a tout de même une formation de banquier, donc on peut formation de haut fonctionnaire. Il a été banquier finalement 18 mois. Oui, c'est vrai. Inspecteur de finances, c'est très classique. Oui, mais un homme d'affaires, ça va très bien avec ce côté finalement très pragmatique de la politique américaine, qui se prête peut-être davantage que la France à ce type de profil inattendu. Il y a beaucoup d'avocats, en fait, quand on regarde la liste des présidents des États-Unis depuis Washington. La première profession qui arrive de loin, qui écrase toutes les autres, c'est avocat, juriste, parce que c'est le pays où le droit joue un rôle central dans la vie publique, donc assez logiquement, il y a beaucoup d'avocats. Cela dit, il y a eu d'autres profils atypiques. Jimmy Carter était un homme qui, je crois, a fait fortune dans l'industrie de la cacahuète. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres profils atypiques. L'homme d'affaires... On ironisait à ce sujet. Oui, absolument. Alors, l'homme d'affaires qui arrive, qui a bien réussi et qui donc va gérer l'État fédéral comme il a géré ses boîtes, c'est un discours qui plaît dans une partie des États-Unis, où Washington est vu comme une entité lointaine et pas du tout représentative de ce que sont les États-Unis, presque un îlot d'extraterritorialité aux yeux des républicains, si vous voulez, parce que c'est vrai que 90% ou plus des habitants de Washington DC ont voté pour Kamala Harris. Donc, Trump, il fait 5%. Trump, il arrive, et c'était la même chose il y a 8 ans, quand il a été élu pour la première fois. Donc, il arrive dans une enclave qui lui est totalement hostile. Et chez eux, l'idée de Monsieur Tout-le-Monde qui arrive à Washington pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est quelque chose qui évoque des souvenirs. On peut appeler ça du populisme si l'on veut, mais dans sa version noble, rappelez-vous les films de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat, avec James Stewart dans le rôle titre,
1939, qu'est-ce que c'est? Sinon Monsieur Tout-le-Monde qui arrive du fin fond de sa petite ville et avec son ingénuité et sa conviction dans la valeur de la démocratie américaine va l'emporter sur le cynisme des politicards. C'est ça le sujet du film. Donc ça touche après, ça peut être l'objet de toutes les utilisations politiciennes que l'on veut, mais c'est un thème puissant et ancien dans l'imaginaire américain. Et d'ailleurs, avec J.D. Vance, on a vu qu'il y avait une volonté de la part de certains républicains de réveiller cet imaginaire-là. Hier, il y a eu ces images où, pour la première fois, J.D. Vance rentrait dans le bureau ovale. Il y a aussi ça, une volonté de faire ressurgir ce rêve américain dans les images qu'on voit aujourd'hui, avec la personnalité de J.D. Vance, notamment. Guillaume Béraud. Déjà, le bureau ovale, c'est le symbole par excellence du président des États-Unis. Et puis, il y a toute une génération qui a été marquée, celle de nos parents, par l'image de Kennedy avec son fils sous le bureau, puisqu'il s'était fait prendre en photo comme ça pour donner un faux sentiment de familiarité et de proximité avec le président des États-Unis. Moi, j'y vois quelque chose de plus classique. C'est pour rappeler que cette Maison-Blanche, c'est la maison du peuple américain. Le peuple américain est chez lui et on la visite, la Maison-Blanche. On la visite, on visite pas l'Élysée, on visite en dehors des journées du patrimoine. Alors qu'on visite de façon régulière la Maison-Blanche, même si c'est plus difficile depuis le 11 septembre, parce que les gens ont le droit de voir dans l'état d'esprit. Il y a l'idée que le regard public sur l'activité, même le travail gouvernemental, est une exigence démocratique. Et donc, ça ne doit pas être un lieu opaque, et c'est un lieu où finalement il y a assez peu de solennité qui l'entoure. Et c'est pas très grand, hein, la Maison-Blanche. C'est beaucoup moins imposant que le Capitole. Le Capitole est beaucoup plus grand que la Maison-Blanche, parce que quand ils ont été construits, le Congrès était le centre du pouvoir et non le président. Et depuis, ça s'est inversé. Virginie Larousse, Guillaume Perrault, ce discours d'investiture, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui le distingue particulièrement? Quelle orientation donne-t-il sur une mandature qui sera peut-être marquée par une grande imprévisibilité? Imprévisibilité, mais en même temps, pour le moment, on peut dire que Donald Trump fait ce qu'il a dit qu'il ferait pendant toute sa campagne. Et d'ailleurs, il avait dit qu'il serait un dictateur uniquement le premier jour en prenant énormément de décrets, ce qu'il a fait immédiatement. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'imprévisibilité. Tout suit en fait la ligne qu'il avait indiquée durant sa campagne. Après, à voir ce qui sera faisable, parce qu'on sait déjà que certains décrets finalement ne sont pas conformes à la Constitution, donc ils seront vraisemblablement démontés ou attaqués. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une rupture culturelle, par exemple, sur la notion de droit du sol? Certains disent qu'il y a une rupture avec la tradition américaine d'accueil, etc. Et donc il y a une transgression par rapport à ce que l'Amérique représente, y compris pour le monde entier, cette capacité d'accueillir cette terre promise. Et maintenant, fermer la porte et mettre des gardes-frontières, c'est quelque chose qui peut paraître scandaleux. Certainement que Donald Trump a une approche tout à fait iconoclaste de ces sujets. Quand on pense que les États-Unis sont une nation de colons, de personnes qui sont venues trouver refuge aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui choque. Et il y a déjà plusieurs États qui ont dit qu'ils n'appliqueraient pas ce décret. Chicago, par exemple. Donc oui, il s'inscrit clairement sur certains aspects en porte-à-faux avec la culture américaine, mais en même temps, il a fait annoncer la couleur. Donc, c'est quelque chose qui ne sera peut-être pas facile à mettre en œuvre, mais parce que ça va en contradiction avec la Constitution. Mais il avait annoncé la couleur. Et il va faire ce qu'il dit, oui, sans doute. Oui, sans doute, si c'est possible. Guillaume Perrault. Je distinguerai deux sujets. L'immigration et la nationalité. En ce qui concerne l'immigration, la politique d'immigration, bien sûr, les États-Unis sont une nation d'immigrants, naturellement, mais la politique d'immigration a beaucoup varié dans l'histoire des États-Unis. Il y a des périodes où elle a été très stricte. Dans les années 20, il y avait des quotas très stricts qui ont été introduits, et ces quotas n'ont été supprimés, ils ont été assouplis puis supprimés en 1965. Et une nouvelle ère d'immigration qui va déboucher vers une société multiculturelle, ça commence en 1965 sous l'ère Johnson. Donc, on peut tout à fait soutenir, en tout cas, je rends compte du discours républicain, que c'est pas du tout une rupture, mais que c'est un nouveau chapitre qui décide, parce que le suffrage universel l'a souhaité ainsi, une politique plus restrictive qu'auparavant. Vous voyez, c'est pas du tout inédit.
Alors, ce que je décris les années 20, c'est l'horreur absolue pour les démocrates. C'est le précédent, le souvenir repoussoir par excellence. C'est Ellis Island, vous voyez, les gens accueillis avec une certaine suspicion, soumis. Donc ça, c'est ce dont la gauche américaine a voulu se débarrasser, avec laquelle elle a voulu rompre. Trump, lui, il entend renouer avec. Voilà. Alors, là où il me semble y avoir rupture beaucoup plus, transgression, si vous voulez employer ce terme, c'est le droit de la nationalité, parce que le droit du sol, il est garanti par un amendement à la Constitution depuis les années 1860-70. C'était après la guerre de sécession que ça a été adopté. On va voir si ça passe. Il faudrait pour ça un autre amendement constitutionnel. Vous savez que c'est très contraignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le même texte soit adopté par la Chambre des représentants et le Sénat à une majorité des 2/3 de chaque chambre. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, les 3/4 des États doivent le ratifier. Ça fait 38 États sur 50. Vous voyez, c'est très juridique. Je ne suis pas sûr que ça... On verra s'il obtient cette majorité. Mais vous voyez, ce sont deux sujets distincts. Distinction droit du sol, distinction rapport à l'immigration. Virginie Larousse, vous souscrivez? Oui, certainement, d'autant plus que Guillaume est beaucoup plus spécialiste que moi de l'histoire des États-Unis. Donc oui, absolument. Mais on a peut-être de fausses idées sur les États-Unis. On véhicule beaucoup de projections aussi françaises sur le sujet. Quel que soit d'ailleurs le camp auquel on appartient, peut-être et la droite et la gauche, non? Comment vous voyez notre perception de ce regard français sur l'Amérique? Alors, vous savez, c'est un pays qui suscite, comme je l'ai dit au début... Beaucoup de fantasmes. Beaucoup de fantasmes. C'est un pays qui est difficile à cerner, qui est profondément différent d'une autre. Alors, il y a des aspects qui nous déroutent. Il y a une générosité américaine très sincère, avec une puissance de la société civile, de ce qu'ils appellent les communautés. On vit d'abord au niveau local, qui nous déroute. Parce que nous, on est un pays unitaire et centralisé. On attend tout de l'État. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est un pays fédéral. Donc, vous avez une extrême variété, un pays continent. Donc, vous avez une extrême variété de façons de vivre. Chacun peut trouver un peu sa place plus facilement dans cette... Est-ce que ça change de la même façon qu'on a l'impression parfois, et on le dit quelquefois ici, que la fraternité se disloque en France? Se disloque-t-elle autant aux États-Unis? Je prenais l'exemple des incendies de Los Angeles. À Los Angeles, on a vu émerger la question, mais que fait l'État? C'est une question très française. C'est-à-dire que juridiquement parlant, c'était pas à Washington de s'en occuper. C'était le maire, c'était le gouverneur de l'État. Il y avait que certaines conditions précises où Washington a estimé que ces conditions n'étaient pas réunies, qui auraient autorisé une intervention de l'État fédéral. C'est la même chose pour l'usage pour la police, qui est d'abord organisée au niveau local. C'est la même chose même pour l'armée. Le président peut pas utiliser l'armée dans n'importe quelle circonstance. La réquisition de la garde nationale qui relève de chaque gouverneur par le président des États-Unis, tout ça est très encadré juridiquement. Encore une fois, les tribunaux jouent un rôle crucial dans la vie américaine. Tout finit au tribunal aux États-Unis. Et donc, si Trump essaie d'utiliser au maximum sa marge de manœuvre actuellement, c'est parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? Il dit bon, je vais pousser au maximum mes possibilités légales, et puis on va bien voir ce que les tribunaux décident. C'est ça. Et à la fin des fins, la Cour suprême va trancher. Nous sommes toujours avec Virginie Larousse, rédactrice en chef adjointe des pages Débats et Idées au Monde, Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro, chargé de l'histoire, maître de conférences à Sciences Po. Il publie aujourd'hui Voyage dans l'histoire de France, 15 grands récits de Louis XIV à nos jours. On continue le débat du jour juste après avoir fait un passage par les titres de l'actualité. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Avec Virginie Larousse des pages Débats et Idées au Monde, Guillaume Perrault du Figaro, on évoque ce matin les États-Unis et puis l'histoire d'Auschwitz. Oui, il y a encore tellement de choses à dire sur notre relation à l'Amérique. Tenez une réaction avant d'enchaîner sur un autre sujet. Il n'est pas juste de dire que les États-Unis ont été déçus du peu de solidarité de la France lors des attentats du 11 septembre 2001, nous fait remarquer François-Xavier. Chirac a été le premier chef d'État à survoler le World Trade Center et a toujours manifesté une grande amitié avec les Américains, nous dit-il, mais tout en défendant l'indépendance stratégique de la France, notamment en 2003. Et à juste titre, estime-t-il. Aujourd'hui, et c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir, il n'y a ni amitié ni indépendance stratégique dans notre relation avec les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Larousse, puis Guillaume Perrault? Oui, alors je parlais effectivement, je faisais allusion au fait que la France n'ait pas suivi les États-Unis pour l'intervention en Irak. Bien sûr que la France, heureusement, avait manifesté sa solidarité au moment des attentats du 11 septembre, du World Trade Center. Alors c'est vrai on dit beaucoup que la France et l'Europe doivent s'organiser pour assurer elle-même sa défense, parce que l'Europe est trop dépendante finalement de l'OTAN et que l'arrivée de Trump fait craindre justement une remise en question
question, puisque c'est ce qu'il avait annoncé. Donc certainement que sur le plan, en tout cas de la défense, peut-être l'Europe doit passer à l'étape supérieure pour davantage se débrouiller finalement. Et après tout, l'Europe est mûre maintenant pour le faire. La construction européenne est maintenant très avancée. Donc c'est certain que c'est quelque chose qui revient régulièrement, en tout cas dans les bouches des politiques et des députés européens, cette idée qu'il faut assurer soi-même maintenant sa défense et s'émanciper un peu des États-Unis également sur les choix de politique étrangère. Guillaume Perrault. Il n'y a pas d'indépendance stratégique sans équipement militaire qui soit produit par les pays eux-mêmes. Or, l'Allemagne et même l'Italie jugent naturel de s'équiper auprès des Américains. Ils n'en font pas mystère. Donc les seuls qui ambitionnent de conserver l'autonomie relative qu'ils ont aujourd'hui, c'est la France. Donc c'est un grand problème parce que la défense, c'est le cœur du régalien. Je rappelle qu'il y a eu une aventure malheureuse qui s'appelait la Communauté européenne de défense. Au début des années 50, c'était un traité qui ambitionnait de créer une armée européenne. Ça a enflammé la France, on a oublié, c'est vieux, mais ça a enflammé la France au début des années 50, entre 52 et 54. Et finalement, le Parlement l'a rejeté, parce que la majorité des Français ne voulaient pas être dépossédés des atouts qu'ils avaient à l'époque. Et c'est suite à ce rejet que la 4e République a mis en route les programmes qui ont conduit à la création de l'arme nucléaire, de la force de dissuasion nucléaire. Si De Gaulle fait exploser la première bombe en 1960, c'est qu'il y avait déjà du travail en amont. Il y avait déjà du travail sous la 4e République. Et l'origine de tout ça, c'est le rejet de l'armée européenne, de l'échec de l'affaire de la CED et l'échec de la démocratie chrétienne, en particulier de Robert Schuman, de Gasperi, Alcide de Gasperi en Italie et de Konrad Adenauer en Allemagne, qui avait soutenu ce traité sur la CED. Et c'est parce que ça a été rejeté qu'on est passé par l'économie pour construire l'Europe. Le traité de Rome en 57, il est signé en 1957, il découle de l'échec de la CED. C'est parce que les pères de cette conception de l'Europe se sont dit, on ne peut pas attaquer par le régalien, c'est trop dur, parce que c'est le cœur de la souveraineté des États. C'est la face nord. On va éviter de l'Himalaya et on va passer par l'économie pour créer des solidarités de fait. Mais est-ce qu'on peut les créer, ces solidarités, en matière de défense ? Je crains que non, pour les raisons que je viens d'évoquer. Il faudrait pour ça qu'on ait une industrie de défense européenne, et il n'y a que la France qui en a aujourd'hui. Mais le dossier de la CED revient de fait avec les États-Unis qui vont se désengager. On va être obligé de reposer cette question. Et à cause de l'Ukraine. C'est-à-dire que la commissaire von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a donné une feuille de route au nouveau commissaire européen en charge de la défense, qui est un Lituanien, à l'automne dernier, et elle prétend que la Commission doit être compétente pour ce qu'elle appelle le marché unique de la défense. Donc ça veut dire que la Commission revendique une compétence en matière d'industrie de l'armement. C'est tout à fait nouveau. Les implications sont énormes. Alors, évidemment, ils disent pas on va donner des ordres généraux aux états-majors des pays nationaux, mais si vous êtes compétent en matière d'industrie de l'armement, au bout d'un moment, vous êtes compétent sur l'ensemble de la défense, évidemment. Donc, de gros dossiers sont devant nous. Armement, défense, rapport à la guerre. Et du coup, on enchaîne sur cette question liée à notre mémoire et à notre traumatisme européen. La libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945, c'est le 80e anniversaire de cette libération. Et aujourd'hui se pose la question de savoir si, les jeunes générations sont encore sensibles, même élevées dans le souvenir de cet événement et de l'événement de la Seconde Guerre mondiale, même si c'est quand même au programme d'histoire aujourd'hui que c'est répété à plusieurs reprises. Il y a quand même une focalisation sur la Seconde Guerre mondiale, mais dans quelle mesure cette histoire-là ne s'effiloche-t-elle pas ? Et dans quelle mesure aussi le travail du temps ne fait-il pas son œuvre ? On va essayer de mettre cela en débat. Pour la mémoire des rescapés, continue de raconter Auschwitz, Virginie Larousse. Alors, il est vrai que les jeunes apprennent évidemment l'histoire de la Shoah à l'école, heureusement. C'est vrai que, comme tout ce qu'on apprend à l'école, parfois ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que souvent, quand on fait venir dans les écoles des survivants de cette période tragique, c'est très marquant, en fait, pour les jeunes, y compris dans des départements où on sait que traditionnellement, l'enseignement de la Shoah peut susciter des réactions d'hostilité, etc. J'avais reçu il y a quelques années Magda Hollander-Lafont qui m'avait raconté qu'elle passait beaucoup de temps, en fait, elle en avait fait
fait le projet de sa vie. Elle était elle-même rescapée d'Auschwitz et elle se rendait compte que quand elle allait discuter, rencontrer les jeunes directement, en fait, le fait d'incarner finalement cette parole leur rendait vraiment, faisait passer le message et les sensibilisait énormément. Ginette Kolinka a dit exactement la même chose. Alors là, il est vrai que c'est la dernière, vraiment la dernière génération de ces survivants. Donc il faut penser à une transmission qui sera de manière différente. Alors moi, je suis maman d'une adolescente. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de voyages scolaires qui sont organisés à Auschwitz, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi qui permet vraiment aux jeunes de comprendre l'horreur de cette période. Mais je pense qu'il faut penser, et c'est en cours de route, à des formats qui parlent aux jeunes, par exemple sur Instagram, des formats de vidéos très courtes. Il y a des documentaristes comme Sophie Naoum, Stéphane Krauss, qui ont recueilli comme ça les paroles de ces derniers survivants et qui en font des documentaires, alors des documentaires au long cours, on va dire, mais qui en font aussi des petites vidéos, des petites séquences qui passent très bien sur les réseaux que nos jeunes utilisent, Instagram, Snapchat. Et c'est quelque chose qui, je pense, là, qui convient de développer à l'heure où, quand même, une parole antisémite reprend de la vigueur et qui, évidemment, est très inquiétant. Et ce sont des formats qui parlent aux jeunes. Et ces survivants déploient souvent une énergie, et malgré un âge avancé, en tout cas, ce rapport à la vie les a transformés, le fait d'avoir survécu à une épreuve épouvantable, et leur a donné une énergie, une envie de transmettre qui est aujourd'hui notable. Alors évidemment, c'est certains qui vont beaucoup manquer aux personnes auxquelles ces survivants s'adressent. À Guillaume Perrault. Oui, alors il y a de très nombreuses initiatives c'est heureux, qui sont mises en œuvre pour faire vivre cette mémoire. Je crains néanmoins qu'il y ait que ce sujet soit affecté par l'actualité et qu'il y ait un télescopage entre la mémoire et les polémiques liées à Gaza. Pour parler franchement, sans détour, c'est ça le danger. C'était à partir du moment où, dans l'arène politique, une certaine famille de pensée considère que ce qui s'est passé à Gaza est un génocide, ce qui n'est absolument pas mon avis, eh bien, les mots sont galvaudés. Les mots sont galvaudés et chacun, d'une certaine manière, veut avoir sa Shoah. Alors que l'on me comprenne bien, je ne cherche en rien à rabaisser, diminuer, édulcorer les souffrances des civils à Gaza. Je dis simplement qu'aujourd'hui, comme la mémoire, la conscience européenne, depuis les années sans doute 80 et encore plus 90, a accordé un rôle central à la mémoire du génocide des Juifs, ça a eu des effets tout à fait inattendus de la part des gens qui étaient favorables à cette mise en avant de la mémoire de la Shoah. C'est que il y a eu des revendications, disons-le, de groupes communautaires qui ont dit et nous, on a vécu ça, on a eu l'esclavage, et nous, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe dans quelle région du monde, et on finit par tout confondre. On en a trop parlé à une certaine période. Je ne dirais pas qu'on en a trop parlé, mais en tout cas, certains ont peut-être parlé avec de façon, avec un manque de rigueur, ou il y a eu une approche un peu émotive. Et puis, si vous voulez, regardez le vendredi soir sur des chaînes, vous avez toujours un documentaire sur les nazis, mais c'est un peu du grand guignol parfois. C'est-à-dire qu'il y a aussi une fascination qui est peut-être presque commerciale. C'est pas forcément très heureux. Donc il y a de tout. Hein. Qu'on me comprenne bien, je ne fais pas de généralisation. Je dis simplement que il y a eu comment dirais-je, cette mise en avant de la mémoire à partir des années 90, et c'est particulièrement net en France à partir du discours de Chirac de juillet 1995, qui considère que la France a été engagée par les crimes de Vichy, puisque c'est ça qu'il dit en juillet 1995, eh bien là, ça a entraîné un engrenage victimaire, de concurrence victimaire, qui a été bien décrit par plusieurs auteurs, par exemple l'historien Georges Bensoussan, et il n'est pas indifférent que ce soit quelqu'un qui travaillait au mémorial de la Shoah, qui ait eu à se pencher sur cette question. Et il me semble là qu'il y a un grave danger pour la mémoire de la spécificité, de la singularité de ce qui a été le génocide des Juifs. Virginie Larousse. Oui, c'est certain que notre époque est effectivement celle de la concurrence victimaire. C'est d'ailleurs un des drames de notre époque.
c'est terrible de se dire qu'on veut toujours se présenter comme étant plus malheureux que son voisin, ou plus victime et ayant droit à plus de réparation. Donc oui, il y a clairement un télescopage avec effectivement le développement dont je parlais tout à l'heure, de cette résurgence de l'antisémitisme, de l'explosion des actes antisémites. Après, ce qui est regrettable, c'est que c'est vrai qu'on se dit que voilà, là on est aux 80 ans de la libération d'Auschwitz, que cette journée traditionnellement du 27 janvier est consacrée justement à la mémoire de la Shoah et aussi à la prévention des crimes contre l'humanité, et pourtant on n'apprend rien de l'histoire et on laisse se produire des crimes contre l'humanité, mais de manière tragique. Quand on pense à la Syrie de Bachar el-Assad, le nombre de morts, quand on pense effectivement à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, à ce qui se passe à Gaza, c'est terrible de se dire que les hommes n'apprennent jamais rien de l'histoire, malgré toutes ces cérémonies commémoratives et tout cet enseignement qui est fait. Mais cette question-là, elle est intéressante parce qu'on a l'impression effectivement qu'on se la pose toujours et que l'humanité court toujours à sa perte quelque part. Que disent les historiens là-dessus, Guillaume Perrault, sur ce fait que finalement l'histoire est-elle muette en fait? Il est rare qu'une génération enseigne la suivante. De façon générale, en général, les grands drames n'ont pas vraiment de... Enfin, à part pour l'Europe, parce que la succession, dans un délai très rapproché des deux guerres mondiales, a entraîné une évolution considérable des mentalités dans le rapport à la guerre. Enfin, c'est quand même... C'est un cas assez isolé, mais vous savez, la mémoire du génocide des Juifs, c'est une question essentiellement européenne. Je veux dire que c'est surtout en Europe et en Amérique du Nord que c'est commémoré, mais il y a des pans entiers du monde où cette question ne joue pas évidemment le même rôle que chez nous. Et au Proche-Orient, beaucoup considèrent, à tort à mes yeux, mais je l'indique, que ça a été un prétexte mis en avant pour justifier la politique d'Israël. Donc il y a un télescopage. Moi j'ai vu dans des capitales arabes que je ne citerai pas, Mein Kampf dans des grands magasins vendus sans aucun appareil critique. Donc je ne pense pas que ça soit par des historiens qui l'achètent. Donc voilà, tout ce télescope, et il y a le risque est soit d'une instrumentalisation, comme on dit, soit d'une espèce de grande confusion. Il y a aussi le risque, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Virginie Larousse, sur le fait de fabriquer des petites vidéos pour enseigner, etc. Il y a aussi ce risque que le média, le réseau social, l'image furtive aboutit à dédramatiser une réalité. Il y a eu une petite controverse à un moment sur des gens qui faisaient des selfies à Auschwitz, par exemple. Ah oui, ça. Donc, oui. Oui, mais bon... Non, là, je parlais de vidéos de survivants. Oui, j'entends bien, mais bien sûr. Vous voyez, chaque fois où la technique moderne telle qu'on l'utilise aujourd'hui, telle qu'on l'emploie dans la banalité du quotidien, se mêle de la grande histoire, finalement, la grande histoire se retrouve entièrement dépréciée par cet usage, non ? Il y a un effet... Moi, si vous voulez, je reste dans l'idée qu'à l'heure où effectivement il y a quand même beaucoup sur les réseaux sociaux de discours très complotistes qui circulent, ou tout simplement de contre-vérités historiques, c'est important d'être présent dans cette sphère et de faire passer des messages, en particulier aux jeunes qui sont énormément sur ces réseaux, qui se renseignent dessus. Et donc, moi, je pense que tout travail intellectuel sur et quel que soit le format, est bon à prendre. Parce que le cinéma s'était emparé de cette histoire. On sait qu'il y a eu des quantités de films qui ont été faits sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire autre chose ? Je pose la question à Guillaume Perrault, pour le coup. Est-ce qu'on peut dire autre chose qu'à travers le cinéma, qu'à travers le temps long, qu'à travers une réflexion qui se pose sur le sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut dire autre chose, vous voulez dire en image. En image, ça c'est la question très... du travestissement de l'image. Si vous voulez, il faut bien sûr faire attention à l'image, à l'émotion qu'elle suscite. Il faut les remettre dans un contexte, et c'est le propre de l'histoire que d'essayer de réfléchir sur les causes, de se détacher de l'émotion, si légitime soit-elle, et Dieu sait qu'elle est légitime sur ce sujet, pour essayer de réfléchir. Il est clair que si on lit un livre ou même un article de journal fouillé, ça offre plus de recul qu'une vidéo sur TikTok. Ça, c'est clair. Auschwitz sur TikTok, je ne sais pas quel sens ça peut avoir. Je comprends, mais c'est sûr qu'il y a un risque de grand guignol et de grand n'importe quoi. Cela étant, là, je rejoins Virginie, est-ce une raison suffisante pour s'interdire un travail sérieux sur ces réseaux? Et peut-on faire autrement? Il faut bien être présent pour au moins offrir une alternative, si j'ose dire.
Oui, et moi je pense le recours à l'émotion important en fait. Je ne critique pas le recours à l'émotion, même si c'est important d'avoir un travail après de décryptage intellectuel et d'études au long cours, mais je pense que justement ce qui fait la force des survivants quand ils vont rencontrer les élèves dans les écoles, c'est qu'ils parlent vraiment les yeux dans les yeux et ils font appel justement, ils mobilisent l'émotion de ces jeunes. Oui, il y a le travestissement de l'image, il y a aussi le poids des mots quand on utilise le mot de fascisme par exemple pour désigner tel ou tel mouvement politique aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours justifié? Est-ce que le fait de rappeler ce terme de fascisme et l'assigner à quelqu'un qui a ou pas des opinions fascistes, ça peut pas aussi ne pas mettre le curseur au bon endroit, Virginie Larousse? Alors c'est vrai que fascisme, c'est vraiment devenu le terme galvaudé par excellence que tout le monde emploie pour désigner des choses très très différentes. Donc moi je pense que les mots sont très importants et qu'il faut vraiment choisir les mots qu'on adresse. Le fascisme a une histoire particulière et en France c'est vraiment utilisé pour disqualifier très souvent la parole de quelqu'un qui n'est pas de votre avis, sans que ce soit vraiment quelque chose d'étayé sur... Mais comment le définir? Parce qu'on dit que Marine Le Pen est fasciste, que Donald Trump est fasciste. Oui, on le met le fascisme à toutes les sauces. Même parfois que Jean-Luc Mélenchon est fasciste. On en a abusé, ça a dévalorisé sans doute. Totalement. Si vous voulez, c'est comme c'est synonyme de régime, c'est associé à des régimes honnis aujourd'hui, donc c'est synonyme de méchant ou de pas sympa. Ça a des vertus répulsives. Et pourtant, donc si c'est on regarde devenu une arme dans une arme vraiment un peu bas de gamme dans le débat politique pour, en effet, comme le dit Virginie avec justesse, disqualifier tout contradicteur de façon paresseuse, quoi. Et pourtant, si on regarde les réseaux sociaux dont vous parliez à l'instant, la figure de Hitler sur les réseaux sociaux n'est pas forcément malmenée. Il y a un retour sur la manière dont c'est bien. Comment ? Ça dépend quel réseau social. Non, mais même les personnes qui font la prévention sur ce terrain-là se plaignent de la manière dont certains discours peuvent être réaménagés, mis en scène, etc. Il y a une forme de théâtralisation qui aussi est un vecteur d'influence qui passe par les réseaux sociaux. Tout passe par ces réseaux. Bon, mais c'était juste une remarque, c'est certain que de toute façon, les dictateurs et les régimes autoritaires mobilisent beaucoup l'esthétique. Quand on pense au Hamas, le Hamas ne fait rien d'autre. La Corée du Nord, Kim Jong-un, par exemple, sur les réseaux sociaux, cartonne, qui sont très spectaculaires, avec beaucoup d'hommes masqués, 4x4 rutilants et armes au poing. L'esthétique est mobilisée aussi à des fins de violence. Si vous voulez, c'est aussi que la démocratie libérale déçoit toujours, en quelque sorte. Donc il y a une espèce de fascination pour des régimes qui paraissent aux antipodes de ce que nous sommes et auxquels, en général, on prête des vertus qu'ils n'ont pas. Allez, on va passer à la fin de vie pour les minutes qui nous restent, si vous le voulez bien. C'est un sujet dont on a commencé à parler ce matin parce que le Premier ministre François Bayrou souhaite scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie. C'est ce que nous avons appris donc mardi. Il y aurait donc plus un seul texte, mais une loi consacrée aux soins palliatifs et une autre dédiée à l'euthanasie. C'est important parce qu'en séparant les sujets, eh bien, le sujet se présente différemment, tout simplement parce qu'on ne confond plus les soins palliatifs qui relèvent du soin et l'euthanasie qui n'en relève pas. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution de ce texte qui avait été interrompu par la dissolution, qui va retrouver un calendrier parlementaire, même si la fenêtre risque d'être un petit peu étroite? Et précisons peut-être aussi que la porte-parole du gouvernement, je cite, veut rassurer les associations et précise que le gouvernement n'a pas l'intention d'abandonner le projet de l'aide légale à mourir et souhaite donc bien mettre au calendrier ce sujet du projet de loi fin de vie. Sachant qu'elle parle de certaines associations et pas de toutes. Guillaume Perrault, Virginie Larousse. Virginie. Écoutez, c'est vrai que ce projet est sans arrêt repoussé au calendrier grec. On peut s'en inquiéter dans la mesure où c'était quand même un des grands chantiers du second mandat d'Emmanuel Macron, qui l'avait mis en haut de sa liste, si j'ose dire. Le travail a été vraiment mené puisqu'il y a eu la convention citoyenne sur la fin de vie. On sait que les personnes mobilisées dans cette convention ont énormément travaillé, ont rendu des avis très éclairés. Et ensuite, effectivement, il y a eu cette dissolution qui a empêché l'examen du projet de loi. Michel Barnier n'avait pas l'air très enclin non plus à s'emparer de ce sujet. C'est le cas également de François Bayrou. Donc on peut quand même s'en alarmer. On peut se demander
Alors, c'est sûr que scinder ce projet de loi en deux, pourquoi pas, tout dépend évidemment l'intention qui est mise derrière. Il est certain qu'il est beaucoup plus facile de légiférer sur les soins palliatifs, puisque c'est tout de même scandaleux qu'il y ait encore 21 départements en France qui soient dépourvus d'unités de soins palliatifs. Donc, c'est sûr que ce projet de loi sur les soins palliatifs est urgent et peut-être le fait de scinder comme ça le projet de loi en deux va permettre d'accélérer sur le soin palliatif. Pour autant, il ne faudrait pas que ça aboutisse, même si Bayrou s'en défend, à mettre sous le tapis la question de l'aide active à mourir, puisqu'on sait quand même que les Français, ils sont très, très majoritairement favorables. Et c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure, si la question n'est pas prise à bras-le-corps, ça ne peut pas aussi encore nourrir cette désaffection des Français vis-à-vis du personnel politique. Guillaume Perron. Je serais un peu en désaccord avec Virginie sur cette question. J'entends par là que moi je suis très sensible au danger que peut représenter le projet de loi sur l'euthanasie, c'est-à-dire que ce qui est présenté comme une faculté, une liberté supplémentaire pourrait devenir une invitation dans les faits, parce qu'une fois qu'on a lancé, qu'on a fait sauter un verrou, le dispositif échappe à ses créateurs. Et après, les professionnels s'en emparent, la société fait pression, toujours dans la même direction. Et ça peut on peut avoir le sentiment... Certaines personnes âgées pourraient finir par avoir l'impression qu'elles sont en trop. Donc ça me paraît quand même quelque chose qu'il faut redire sans cesse. Ensuite, c'est vrai que le sujet est sur la table depuis longtemps parce qu'il soulève des questions éthiques très délicates. Mon sentiment, c'est que moins le gouvernement a prise sur les questions économiques et sur les grands sujets qui déterminent l'avenir, plus il est tenté de se rabattre sur les questions de société, en particulier celle-ci, pour avoir le sentiment de faire quelque chose d'utile. On est quand même dans une deuxième période de grand immobilisme et de grande incertitude. Personne ne sait trop si ce gouvernement sera encore là dans 6 mois. Moi, je serais incapable. Est-ce que même on va avoir un budget digne de ce nom ? Je n'en sais rien. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment judicieux de s'embarquer sur un débat parlementaire comme ça pendant 3 mois maintenant, alors que les finances de l'État sont dans l'état que l'on connaît ? Je n'en suis pas sûr. Mais on pensait qu'au départ, ce serait un texte qui ferait l'unanimité, que ce serait voire le seul texte qui pourrait quasiment unir toutes les formations politiques. Et là, c'est perçu par les partisans de l'euthanasie et ceux qui sont derrière, qui alimentent quand même beaucoup la machine pour aller j'entends l'influence qu'ils exercent sur les parlementaires. Et c'est perçu comme une reculade, puisque François Bayrou distingue les dossiers et dit, attendez, on ne va pas traiter soins palliatifs et euthanasie en même temps. Donc, on ne va pas les confondre, alors que le but, c'était de les confondre pour faire passer l'euthanasie quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un côté pragmatique, en fait, dans cette décision. Pour accélérer sur les soins palliatifs, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Mais effectivement, sur l'aide active à mourir, je suis bien sûr d'accord avec Guillaume, mais bien sûr qu'on ne peut pas adopter une loi sur l'aide active à mourir par-dessus la jambe, si j'ose dire, et bien sûr qu'on ne s'empare de ces sujets que d'une main tremblante. On sait très bien qu'effectivement, on dit qu'aux Pays-Bas, il y a quand même des abus dans la mise en œuvre de cette loi. Après, j'avais eu une conversation intéressante, peut-être l'avez-vous reçue, avec une médecin belge qui s'appelle Corinne Von Oust, qui est donc médecin catholique et qui, elle, pratique l'euthanasie, et qui m'avait expliqué qu'en fait, finalement, c'est vrai que la France avait toujours une approche très éthique et très intellectuelle de ces sujets, et qu'elle trouvait qu'au Benelux, les gens étaient dans une approche beaucoup plus pratique, et donc se questionnaient moins, en fait, sur l'éthique, sur les limites de ce type de loi. Moi, je trouve qu'en France, on a vraiment beaucoup déjà abordé dans les débats la question des personnes vulnérables, des personnes qui sont sans moyens financiers, qui n'ont pas forcément les moyens de payer un EHPAD, et qui donc pourraient être effectivement tentées d'utiliser une aide, un recours à l'euthanasie pour ne pas peser sur leur famille ou voilà. Mais tout ça, je pense que ça, justement, ça doit faire l'objet rapidement de débats nourris pour... On parle trop d'éthique en France, estimez-vous ? Ah non, je pense que c'est très bien qu'on ait justement pour éviter d'éventuelles dérives qui sont effectivement toujours qu'on peut toujours craindre et qu'il faut évidemment prévenir. Donc la France a cette chance d'avoir une culture comme ça de l'approche éthique qui est très importante et c'est pour ça que je pense que là il faut arrêter de retarder sans arrêt ce projet de loi qu'encore une fois la Convention citoyenne a demandé et sur laquelle les Français encore en mai 2024 à l'IFOP se sont manifestés à 90% en faveur.
Merci Guillaume Perrault et merci Virginie Larousse. Virginie Larousse, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe des pages idées et débats au Monde, ou plutôt débats et idées d'ailleurs dans le bon sens. Guillaume Perrault, merci, rédacteur en chef au Figaro, chargé de l'histoire, maître de conférence à Sciences Po, vous publiez, et ça sort je crois aujourd'hui, c'est bien ça? Oui. Ça s'appelle Voyage dans l'histoire de France. 15 grands récits de Louis XIV à nos jours. Et c'est chez Tempus. Merci à tous les deux. Merci Louis Dauphren pour le débat. Merci. Avec une émission d'histoire sur le Figaro TV aussi, on peut le dire. Hein. J'anime Parlez-moi d'histoire, qui est une émission tous les 15 jours sur Figaro TV le lundi soir. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci Pierre-Henri Paget qui réalise cette matinale.